Vous avez toujours rêvé de créer un produit viral avec une courbe d'acquisition exponentielle où tout le monde en parle et tout le monde veut rentrer dedans. Et ben on va voir aujourd'hui comment on crée une boucle virale. Bonjour, je m'appelle Rémi Perla, je suis fondateur de la startup Epopia. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à un des 19 canaux d'acquisition que je vous ai déjà présenté dans le livre Traction, qui est la boucle virale. Et donc comment est-ce qu'on arrive à créer de la viralité dans son produit. Et en fait, c'est pas magique, ça tombe pas du ciel. Il y a une méthode qu'on va voir avec une règle de calcul, une méthode pour l'optimiser. Et il y a des types de viralité et il faut d'abord trouver le bon type, le bon endroit où la mettre, la bonne méthode. Voilà, donc on va commencer par ça. Déjà, on va définir ce que c'est qu'une viralité. La boucle de viralité, c'est quand les clients que vous avez déjà ramènent vos futurs clients. Donc c'est vraiment un canal d'acquisition qui n'est pas en amont. C'est ce qu'on a aussi vu dans une vidéo, le framework ARR. Donc le funnel d'acquisition, on avait vu acquisition, activation, rétention, referral, ça c'est la boucle virale, et revenu. Et donc on va vraiment s'intéresser à cet étage et à comment on fait en sorte que nos premiers clients fassent venir les milliers de clients qui vont venir, puis le million de clients qui va venir à la Facebook. C'est parti. Alors, ouais, l'important déjà de cette boucle virale, c'est que c'est vraiment un facteur de croissance qui est hyper puissant. Vous imaginez bien que si une personne en ramène deux, et que ces deux en ramènent deux, et que ces deux en ramènent deux, la courbe est vraiment très vite exponentielle. Ça peut aller très vite. Bah, viral, virus, hein, vous voyez bien le truc. Et donc, c'est vos clients qui vont ramener d'autres clients, ce qui fait que c'est aussi une méthode d'acquisition qui est souvent très peu coûteuse. Il y a des manières aussi de le faire de manière coûteuse, mais c'est aussi un canal d'acquisition qui est en général très peu coûteux et donc très cool, parce que gratuit, rapide, efficace, enfin c'est juste le top. Et c'est pour ça que je me suis dit que ce serait bien qu'on en parle aujourd'hui. Et donc le but c'est de créer une boucle. Une boucle, ça veut dire trouver une manière qui fasse que chaque client qui rentre utilise le produit et à un moment ait envie d'aller chercher d'autres personnes pour le leur présenter, qui eux aussi vont rentrer dedans et vont aller chercher d'autres personnes pour le présenter, et ainsi de suite. Et donc votre but, c'est de créer cette boucle. Il y a 5 manières de créer de la viralité dans votre produit. On va détailler déjà rapidement ces 5 manières, et avec les startups clés, voilà, les gros exemples qui vous parlent de personnes qui l'ont déjà utilisé pour que vous compreniez vraiment comment ça fonctionne. La première, c'est la viralité remarquable. Bah, simplement parce que le produit est juste ouf. Voilà. Produit remarquable, viralité remarquable. L'exemple typique, c'est Google. Se replonger au début d'Internet, quand tous les moteurs de recherche étaient plein de fenêtres avec plein de trucs dans tous les sens et avaient été lents et donnaient des résultats pas terribles. Et d'un coup, il y a Google qui est débarqué avec une page toute vide, il y avait juste un clic à faire et hop, on avait un résultat dans la mi-seconde. C'était hyper efficace et le produit était tellement simple à utiliser, efficace, fou, rapide, que bah, on disait non, mais tu cherches un truc, tu vas là. Et les autres, bah, ils allaient voir, et en fait, en un clic, ils l'avaient déjà utilisé, ils étaient déjà clients. Ça allait très vite. Donc voilà, c'était juste produit remarquable, viralité remarquable. Google, c'est le bouche à oreille qui marche tout seul. Mais bon, celui-là, il est difficile à construire, hein, donc ça va pas être votre objectif de base, mais ça, c'est le top du top si votre produit juste fonctionne tout seul. Mais on n'est pas tous Google. Ensuite, il y a le bouche à oreille, mais rémunéré cette fois. Donc en gros, on va engager, on va incentiver, on va donner une récompense à nos clients pour qu'ils deviennent nos ambassadeurs. Parce que nos clients de base peuvent en parler autour d'eux, de votre produit. Mais ils vont pas forcément, ils vont dire « Ah, c'est trop bien, ouais, vas-y, essaye-le ». Et ça va s'arrêter là. Et ça, le taux de conversion de ce genre de conseil, il est faible. Alors que s'ils ont une rémunération, ils ont un intérêt à ce que les autres s'inscrivent, eh ben ils vont dire « Si, essaye-le, viens, je te montre. Vas-y, viens, on fait ton inscription. » Et c'est eux qui vont vraiment faire, et là, ils deviennent vraiment vos commerciaux, quoi. C'est assez fou. Typiquement, PayPal. PayPal, si vous faites ouvrir des comptes en banque à vos copains, au début, vous mettez de l'argent sur votre compte en banque. Cool. Vous gagnez de l'argent à chaque fois que vous faisiez rentrer quelqu'un dans PayPal. Dropbox, donc le partage de fichiers, l'hébergement de fichiers pour les partager. Et bah à chaque fois que vous faisiez rentrer des amis qui prenaient un compte chez Dropbox, vous gagnez aussi de l'espace d'hébergement gratuit. Donc du coup, vous n'avez pas besoin de payer, parce qu'à force vous faisiez entrer des gens, votre espace grandissait, et de manière gratuite. Donc du coup, vous avez tout intérêt, si vous commencez à avoir trop de fichiers sur Dropbox, bah, aller chercher des copains à les mettre dedans, et du coup, et bah, vous n'avez pas besoin de payer. Uber, pareil, Uber, notamment Uber Eats, moi je reçois tout le temps des pubs en mode allez-y, faites une commande et vous avez de l'argent gratuit sur votre commande. Donc voilà, ça c'est typiquement
de la viralité qui est rémunérée. Bon, voilà, ça c'est classique, et typiquement, la plupart des systèmes de parrainage, nous on a une boucle de parrainage dans Epopia, va vous donner un avantage au parrain, un avantage au filleul, pour que chacun ait un intérêt à aller faire entrer l'autre et à venir dedans. Donc voilà. Ensuite, on va avoir la viralité visible, parce que l'usage visible du produit, ou la viralité embarquée. En gros, on va faire en sorte que le produit ait un usage, le fait de l'utiliser soit visible à d'autres, et donc les autres voient l'usage, et donc aient envie de le faire eux-mêmes. Typiquement, Uber, quand vous rentrez de soirée, en général, vous prenez le taxi à plusieurs pour économiser, et du coup, vous appelez un Uber avec vos copains, et là, les gens, ils vous voient faire 2 clics sur le téléphone, voir le truc, ils disent, bon, bah, il arrive, et les gens font, c'est hyper efficace ton truc, et du coup, bah, ils l'installent, parce qu'ils vous ont vu l'utiliser. Et tous les produits ne sont pas faits pour être utilisés en public, mais voilà, ça c'est un très bon exemple qui va donner une viralité très forte, parce que les gens vont bénéficier du fait en plus que vous l'avez utilisé, et donc du coup vont s'y convertir assez vite. À la fin, ils vous voient sortir sans payer, ah oui, c'est déjà payé, trop cool. Voilà, enfin, c'est vraiment user expérience magique, et vous la voyez en même temps que l'autre la vit. Instagram à la base c'était quand même un truc qui vous permettait de mettre des filtres sur les photos pour rendre toutes vos photos super belles. Et bah du coup vous les partagez vos photos, et les gens disaient, mais comment ça se fait qu'il y a des photos si belles? Parce que j'ai fait avec Instagram. Et bah du coup les gens venaient sur Instagram pour faire leurs photos, pour mettre leurs photos, et voilà, c'est devenu viral parce que l'usage était viral. Le fait de rendre ces photos belles, bah, tout le monde le voyait. Voilà, mais c'est la même histoire avec Pinterest. Et puis après, on va avoir la partie embarquée. Donc, c'est pas l'usage est visible en soi, mais en plus, il y a un petit tips fait par le produit qui change tout. Typiquement Hotmail, ça c'est un cas d'école très très connu. Donc au démarrage, toujours les ancêtres d'Internet, les gens n'avaient pas d'email, les gens allaient chercher des trucs d'email gratuits. Et Hotmail, bah, quand on fait un email, c'est pour l'envoyer à quelqu'un. Et en bas de l'email, ils mettaient en signature automatiquement PS I love you, si vous voulez avoir un email gratuit, allez sur Hotmail avec un lien. Et donc du coup, bah, dès que vous envoyez un mail à quelqu'un, il recevait systématiquement ce lien pour aller lui-même ouvrir sa boîte Hotmail gratuitement. Et bah du coup, les gens cliquaient dessus, parce qu'à l'époque c'était compliqué d'aller trouver où c'est qu'on pouvait faire son email et tout, et gratuit et tout ça, parce que parfois c'était même payant. Donc Hotmail a eu beaucoup de croissance en embarquant dans l'usage une publicité qui était visible par tous ceux qui recevaient l'email. Mailchimp, pareil, à chaque fois que vous recevez une newsletter, en bas il y a écrit Mailchimp. Le jour où vous devez faire une newsletter, et ben vous la faites sur Mailchimp sans même réfléchir, parce que vous l'avez vu tellement de fois, il est embarqué dans l'usage. YouTube cas d'école aussi, donc on revient toujours aux origines d'Internet. Les vidéos c'était hyper compliqué, on faisait des vidéos, c'était pour les montrer, mais il n'y avait pas de plateforme de vidéo, c'était pour les montrer sur son site, sur sa page, sur son blog, sauf que c'était compliqué de mettre des vidéos à l'époque, c'était l'horreur. Et c'est là qu'est arrivé YouTube qui a dit hey, viens, tu mets ta vidéo chez nous, et il y a un bouton partager, et dedans on vous donne le code à insérer dans votre site pour que votre vidéo soit sur votre site. Et bah du coup c'est devenu magique. Tout le monde a mis ses vidéos sur YouTube pour pouvoir après les insérer sur leur site. Et bah du coup, les gens se sont mis à utiliser massivement YouTube pour la vidéo, et YouTube a été malin derrière. Quand la vidéo se finit, bah, il en suggère d'autres, et donc les gens se sont mis à utiliser, à consommer de la vidéo YouTube à travers les sites où les gens les mettaient, jusqu'à ce que les gens finissent par venir carrément sur YouTube. Donc voilà, à la base, YouTube, c'était pas une plateforme faite pour consommer des vidéos sur la plateforme YouTube. C'était vraiment utilisé comme un outil pour aller les mettre ailleurs. Ça, c'est assez fou. Et donc, ils ont vraiment fait une viralité embarquée. Ils vous ont permis d'embarquer la visibilité du produit ailleurs et de la rendre visible là où il allait. Ensuite, la viralité inhérente ou collaborative. Donc, votre produit est par essence fait pour être... En gros, il a du pouvoir, il est bon, il projette de la valeur parce que d'autres l'utilisent. Plus de gens l'utilisent, plus le produit est génial. Donc du coup, toute personne qui l'utilise veut qu'il soit encore plus génial. Il le voit que c'est un clic de devenir plus génial en le partageant, donc il le partage. Typiquement, c'est la magie de Facebook. Facebook est par essence un produit viral parce que bah, ça sert à rien d'être sur Facebook si vous connaissez personne. Donc, dès que vous y allez, la première chose que vous voulez, c'est y retrouver vos potes. Donc, vous voulez que vos potes y soient. Donc, une des premières étapes dans l'onboarding de Facebook, c'est d'aller inviter tous ses potes. Ils avaient mis un truc, faites rentrer directement toute votre adresse mail de tous vos potes dedans. Il allait lire la boîte mail et il allait envoyer les mails tout seul comme un grand à tous vos potes. Et du coup, tous les potes étaient invités par vous à rentrer dans Facebook. Et du coup, ils y arrivaient et bah, ils voulaient voir leurs potes aussi. Donc du coup, ils allaient amener leurs potes. Et effectivement, plus vous avez de potes sur Facebook, plus l'usage de Facebook est fun. Donc, par essence, il y a une viralité qui est inhérente.
Et ça, c'est hyper puissant et ça marche aussi avec, par exemple, Skype. Ça sert à rien d'utiliser Skype si vous connaissez personne sur Skype. Donc, si vous découvrez Skype parce que quelqu'un vous a fait un Skype et vous l'avez installé pour lui, après vous dites, hey, les copains, vous aussi venez, on pourra se faire des Skype. Et donc, pour pouvoir utiliser l'outil, vous allez aller chercher des gens. Et puis la viralité collaborative, c'est l'outil qui fonctionne, qui est déjà cool. Mais si vous l'utilisez de manière collaborative avec d'autres de vos potes, c'est encore mieux. Typiquement Google Doc, voilà, le cloud de Google. Vous voulez mettre vos fichiers Word sur le cloud, vous allez sur Google Doc, vous avez vos fichiers en ligne, vous êtes content, vous pouvez les envoyer à d'autres gens, c'est cool. Et puis en fait, si vous voulez les faire avec d'autres gens, bah, vous avez aussi l'option collaborative où vous pouvez être tous ensemble en train d'écrire le Word. Et bah ça c'est plus cool si du coup vous allez dire, venez vos potes, attendez, si on doit faire un doc, on va le faire ensemble, on va le faire en collaboratif, venez sur Google Doc, et donc vous l'utilisez déjà pour un autre usage, et pour l'usage collaboratif, vous allez ramener d'autres gens. Et du coup, ces gens-là, après l'avoir utilisé de manière collaborative, vont aussi l'utiliser pour le cloud, donc pour faire leurs fichiers en ligne et tout, et ainsi de suite. Et donc, c'est vous rajoutez un usage collaboratif en plus de l'usage normal, qui fait que ça le rend viral. Dernière manière de rendre viral un produit, c'est le contenu fun. Si votre produit est une plateforme de contenu fun, en soi, elle sera virale, vu que les gens adorent partager du contenu fun. Et donc, c'est typiquement ce qui est devenu aujourd'hui YouTube. Donc, on a vu la courbe de viralité embarquée. C'était à l'époque où c'était compliqué, de nos jours c'est plus compliqué. Maintenant, aujourd'hui, YouTube est viral parce qu'on voit une vidéo fun, elle est sur YouTube, on la propage, et donc les gens viennent sur YouTube pour la voir, et ainsi de suite. C'est devenu une plateforme de contenu. Mais plus récemment, Pokémon Go, phénomène de société explosif en termes de viralité, c'était aussi une boucle de contenu fun. Il n'y avait pas besoin d'avoir ses potes dessus pour jouer à Pokémon Go. Ça n'avait pas d'intérêt, on pouvait le faire avec les inconnus, on pouvait le faire, on joue dans la rue d'ailleurs, il n'y avait pas besoin de, au-delà des systèmes d'arène, on pouvait déjà aller choper des Pokémon tout seul, il y a des gens qui jouent tout seuls et qui ne jouent pas avec les autres. Mais c'est tellement fun, on s'éclate tellement, on a envie de le partager avec ses potes et on a envie qu'ils se partagent avec, qu'ils jouent avec nous. Et donc, du coup, on va quand même les inviter, pas parce que le produit est génial, hein, juste parce que c'est fun de jouer avec ses potes. Donc c'est vraiment parce que le contenu est fun. Donc voilà, c'est une autre manière, et donc ça ne se prête pas à tous les produits. Et donc, selon votre produit, tout ne va pas pouvoir marcher. Si vous n'êtes pas un produit inhérent en viralité, si vous n'êtes pas une plateforme de contenu qui peut être fun, cela c'est mort. Donc vous allez chercher la bonne type de viralité que vous pouvez utiliser pour votre produit. Et donc vous allez chercher la bonne promesse. La promesse, c'est qu'est-ce qui va faire que les gens ont un intérêt à le partager. Est-ce que c'est parce qu'ils vont avoir une rémunération en échange? Est-ce que c'est parce que le produit est encore mieux quand ils le partagent? Est-ce que c'est parce qu'il y a un usage collaboratif qu'ils ont envie d'essayer? Voilà, c'est à vous de trouver ce truc-là et d'avoir la bonne promesse. La bonne promesse au bon moment, mais je vais y venir. Maintenant, on va voir la petite règle de calcul, parce que c'est bien de savoir en théorie comment on fait une boucle de viralité. Maintenant, dans la pratique, vous allez choisir votre truc, vous allez le faire, et après, ça ne va pas marcher. Désolé, ça ne marche pas. Parce qu'une boucle de viralité, ça se travaille, ça s'optimise. Et pour ça, il faut avoir les métriques en tête et les utiliser de manière carrée. Donc, une boucle de viralité, c'est un facteur de viralité qu'on va appeler K. Toujours, tout ça, c'est dans le bouquin Traction. Je le répète. Vous avez la boucle de viralité, donc le facteur K, qui va être fait de le nombre de gens quand un client rentre, combien il invite de copains à le rejoindre. Donc, c'est le nombre d'invités, fois combien de ces invités sont convertis, donc se mettent à l'utiliser réellement. Voilà, et donc ce facteur-là, nombre de personnes qui l'invitent, donc je rentre dans Facebook, j'invite 100 potes, et dans ces 100 potes, il y en a 10 qui rentrent, donc c'est 100, c'est 100 fois 10%, donc ça fait 10 à la fin. Donc c'est 10%. Et en gros, ce facteur-là, donc une personne en ramène 10, dans la boucle que je viens de vous dire, et ça c'est ultra viral. Si votre boucle elle est au-delà de 0,5 déjà, vous commencez à avoir de la croissance, pas molle, vous avez une croissance un peu linéaire. Si vous dépassez le facteur 1, si K est plus grand que 1, vous touchez l'exponentielle. Vous allez de 10 à 100, à 1000, à 100 000, à 1 million, à 10 000, à 100 000, à 1 million. Ça va très très vite. Donc là, vous allez toucher à ce qu'on appelle la viralité. Par essence. Il faut que ce K dépasse le 1. Ça, c'est votre travail et pour ça, il va falloir l'optimiser. Pour ça, on va déjà décomposer deux choses. Donc, quelle est cette promesse? À quel moment on le montre? Parce qu'il faut que ce soit le moment où il a un intérêt et où il a envie de le partager. Qu'est-ce qu'on lui met dans les mains pour pouvoir le partager? Typiquement Facebook qui allait tout seul réchoper tous les emails de votre boîte mail et qui faisait tout le truc. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils invitent un maximum de gens? Quel outil on fait pour que ce soit simple? Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour qu'un maximum de ces gens qui ont été invités cliquent? Et donc, est-ce qu'on laisse la personne après écrire son message ou est-ce qu'on
on lui prémâche tout par un message qu'on a déjà optimisé. Typiquement Facebook avait déjà un message optimisé. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour que ces gens, quand ils cliquent, ils s'inscrivent vraiment et pas juste ils cliquent, ils font « Ah, ouais, bof » et ils repartent. Et bien pour ça, c'est une fois qu'ils ont cliqué, sur quelle page ils tombent, comment elle est personnalisée pour eux, comment elle est personnalisée pour leur usage, quelle est la simplicité du funnel pour rentrer, du formulaire, est-ce qu'il faut juste rentrer son email, est-ce qu'il faut juste cliquer, c'est tout, Google, il faut juste cliquer, faites votre recherche, c'est parti. Donc voilà, quelle est la simplicité d'usage, l'UI, l'interface, user interface, user expérience, UI, UX, pour que ce taux de conversion soit au maximal. Et donc là, vous avez un funnel de viralité. À chaque étape, il faut qu'il y ait la moindre déperdition possible pour que vous arriviez à une viralité la plus forte possible à la fin. Et là, vous avez un truc de ouf. Et donc ensuite, ça c'est première chose, donc combien votre boucle elle est puissante, le facteur de viralité. Mais il y a un deuxième petit facteur qui peut tout foirer, c'est la vitesse de la boucle. Parce que, typiquement, nous, Epopia, on fait des abonnements mensuels. Je fais rentrer, donc nous, on a un système de parrainage. Le parrain, le client arrive, il s'inscrit, il doit recevoir son truc, il doit kiffer le machin. Au bout d'un mois, si je lui dis « Ok, vous avez aimé, alors partagez-le », il va aller chercher ses filleuls, il va ramener des gens sur la plateforme. Mais ces gens, ils vont s'inscrire, ils vont l'utiliser pendant un mois, et seulement un mois, au bout d'un mois, ils vont aller chercher des gens. Et donc, vous voyez bien que même si chacun m'en ramène 2, je fais x2 tous les mois. C'est lent. Je reprends l'exemple de Facebook. Vous vous inscrivez sur Facebook, vous ramenez 10 potes. Vous invitez 100, il y en a 10 qui rentrent. Ces 10 potes, ils reçoivent le mail dans la journée, dans la soirée. Ils vont se connecter, ils vont faire « Ah, cool !» Ils vont aussi envoyer 100 invitations, il y en a 10 qui vont rentrer, ils vont ramener 10 potes. Dans la même journée, vous avez fait x10, x10. En une journée. Donc vous imaginez sur un mois combien, alors que mon autre facteur, même si c'était x10, mais si c'est x10 tous les mois contre x10 tous les jours, c'est pas la même chose. La courbe, vous avez une exponentielle, mais il y a l'exponentielle et puis il y a l'exponentielle. Bref, vous avez compris. Il y en a une qui est hyper lente et l'autre qui est hyper rapide. Et donc vous allez aussi essayer d'accélérer au maximum cette boucle de viralité. Parfois, c'est pas possible, hein, mais il faut essayer de la faire, le taux de viralité le plus fort possible, avec une vitesse la plus forte possible. Et pour ça, il faut optimiser. Il n'y a pas de mystère, ça tombe pas du ciel, et il faut y mettre des ressources et de l'énergie. Et donc, on dit qu'en général, pour faire une bonne boucle de viralité, il faut au moins 2 ingénieurs à temps plein pendant 3 mois qui vont faire des séries d'A/B tests sur tous ces étages de la fusée, du funnel de viralité, une dizaine d'A/B tests par semaine, jusqu'à trouver à chaque fois le truc optimum et pouvoir obtenir une boucle qui devienne vraiment virale et qui en plus s'accélère et donc atteindre cette croissance. Voilà, dernière petite précision quand même. On l'a vu, c'est un de nos 19 canaux d'acquisition, mais c'est un canal d'acquisition qui nécessite d'avoir déjà des clients, vu que c'est ces clients qui deviennent ambassadeurs. Et donc, c'est pas forcément top comme premier canal d'acquisition. Et surtout pour une boîte en démarrage qui est encore en train de construire le produit de manière avec son public. Si vous êtes bon, vous le faites dans une méthodologie très lean. Et donc, vous n'avez pas encore vraiment le produit, vous ne savez pas encore comment il marche bien, il n'est pas encore fini. Et du coup, ça ne sert à rien de mettre de la vérité trop tôt. Vous pouvez commencer à bosser votre boucle de viralité, mais si elle fonctionne, c'est peut-être pas nécessaire de l'activer tout de suite. Parce que faire venir beaucoup de gens dans une boucle rapide sur un produit qui n'est pas fini et qui peut être déceptif, c'est pas terrible. Donc, ça marche, plus votre produit sera mûr, plus ce sera intéressant d'aller chercher ça. Donc, comme deuxième canal d'acquisition, par exemple, ça va être plus intéressant. Optimisez d'abord sur un canal plus lent au début. Et vous pouvez déjà travailler votre boucle, hein, mais quand vous l'avez trouvé, choisissez le moment où vous l'activez vraiment. Voilà. Et du coup, ce sera l'occasion aussi d'aller voir la vidéo où je vous explique la méthode Lean si ce n'est pas encore fait. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la viralité vous a plu et a répondu à vos questions. Je pense que c'est vraiment important. C'est un truc que tout le monde rêve d'avoir un produit viral à la Facebook. Bah là, je vous ai quand même donné à peu près toutes les clés pour le faire. Donc c'est parti et partagez-le avec les autres porteurs et porteuses de projets, entrepreneuses autour de vous pour que tout le monde trouve sa clé de viralité et trouve sa croissance. Si ça vous a plu, du coup, partagez-la. Je sors des vidéos plusieurs fois par semaine, donc abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines. Le prochain sujet va autant vous éclater, si ce n'est plus. Donc c'est parti, vous abonnez et à très vite. Ciao!